Bonjour, chers amis, bonjour et bienvenue dans ce tout nouveau concept, toute nouvelle émission, et que j'ai le plaisir de présenter avec mon partenaire Jean-Michel Dardour. Bonjour Jean-Michel, comment vas-tu? Bonjour Michel, bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup de votre présence pour notre nouvelle émission en partenariat qui s'appelle les interviews de Sense Agency avec Michel Poulart. Voilà, Sense Agency est une agence de conférenciers et de prospective que j'ai l'honneur de présider. Et voilà, nous avons eu l'idée de proposer à nos clients et à nos amis un rendez-vous tous les 15 jours qui aura pour but de garder le lien ensemble et aussi de vous présenter nos meilleurs intervenants dans tous les domaines, des conférenciers inspirants, certes, mais aussi pratiques parce qu'il faut être concret, il faut être relié au monde de l'entreprise. Il faut absolument retirer quelque chose de concret d'une conférence en entreprise. Alors, nous allons vous proposer toujours deux intervenants parce que nous voulons aussi cultiver une culture du dialogue et aussi essayer de tirer avec tous nos experts. Attendez, j'ai un petit bug, voilà. Essayer de tirer avec tous nos experts les leçons de cette crise. Essayer de voir ce qui va changer dans l'entreprise de demain, le mode de relation entre les collègues, les rapports de management, les axes de développement, faire des entreprises plus humaines, plus équitables, quelle que soit leur taille. Et même, je dirais plus au-delà des entreprises, c'est toute la société qui a besoin de retrouver du sens. Sense Agency, car le libéralisme n'exclut pas la bienveillance, le profit n'exclut pas l'humanisme, la mondialisation n'exclut pas le local et le terroir, le progrès n'exclut pas le goût de l'imagination, la croissance n'exclut pas le souci de l'environnement. Et tous ces sujets-là, nous allons les traiter. Nous allons évoquer avec tous nos intervenants cette nouvelle entreprise de demain qui espérons-le, évoluera concomitamment avec le développement aussi des hommes et des femmes dans une bonne harmonie. Alors, aujourd'hui, j'ai demandé à mon ami Michel Poulart, qui est conférencier professionnel, spécialiste du leadership positif. Et vous voyez que dans positif, il y a déjà, on dépasse les concepts d'optimisme et de pessimisme avec le positif. Michel est conférencier international, labellisé, c'est très rare en France, attention. Donc, il est blogueur, youtubeur. Labellisé par les États-Unis, hein, s'il vous plaît, excusez-moi du peu. Je t'entends pas. Ah, tu m'entends pas? Écoute, vas-y, continue. Ah voilà, oui, je t'entends. Donc voilà, nos invités de ce jour, qui vont être donc interviewés aujourd'hui par Michel Poulart, sont finalement deux championnes du monde. Nous avions invité Cécilia Berder et Fabien Pelou, mais il se trouve que Fabien a un empêchement vraiment majeur. Il a dû se rendre en urgence à des obsèques et il s'excuse auprès de vous. Mais je le connais bien, c'est pas son genre de nous laisser tomber, donc il reviendra dans une autre émission plus tard. Il s'excuse vraiment. Et vous avez dû voir dans le petit panneau lorsque vous attendiez, que nous avons une autre jeune femme qui est notre invitée, qui a accepté de le remplacer au pied levé. Donc, nous vous proposons aujourd'hui deux jeunes femmes championnes du monde françaises. Cécilia Berder, championne du monde de sabre avec l'équipe de France en 2018, également journaliste puisqu'elle anime une chronique hebdomadaire sur France Info tous les samedis, je crois que c'est à 14h. Elle est conférencière Sense Agency et elle vous dira tout sur le mental, le courage et toutes les qualités qu'il faut pour préparer un événement le jour J. Et puis, merci Hélène, merci d'avoir accepté de nous rejoindre très rapidement. Hélène est championne du monde de voile olympique en 4,70 double féminin en 2016. Elle est également médaille de bronze aux Jeux olympiques de Rio. Mais elles vont vous dire ça mieux que moi, elles vont se présenter elles-mêmes. Et donc, avec la magie du studio, vous allez voir que le studio virtuel que nous avons mis en place avec Michel nous permet de vous rejoindre, alors que pour ne rien vous cacher, Michel est à Paris. Hélène est à Marseille et Cécilia et moi sommes en région parisienne. Nous aurons donc l'occasion, je suis très content que ce soit finalement deux jeunes femmes françaises qui représentent si bien notre pays, qui en a pas autant besoin en ce moment. Et nous aurons l'occasion de reparler aussi de la parité homme-femme dans l'entreprise et de tous ces sujets. Mais sans plus tarder, je passe tout de suite la parole à Michel. Merci Michel. Merci à toi.
Voilà les amis, donc ceci étant dit, vous avez vu, cette émission est en streaming, en live, donc vous nous regardez en direct. Bon, bien entendu, si c'est en replay, bah, on peut plus rien faire pour vous. Mais si vous regardez ça en direct, vous avez le loisir de commenter tout au long de l'émission. Donc certains l'ont déjà fait, vous l'avez vu dans l'introduction de Jean-Michel. Vous pouvez commenter, que vous soyez sur LinkedIn, YouTube ou Facebook, eh bien, nous sommes là et nous espérons aussi avoir vos retours et n'hésitez pas à poster vos commentaires ou vos questions à Cécilia ou à Hélène qui vont intervenir là maintenant. Alors, sans plus tarder et sans aucune transition, c'est parti. On va accueillir notre première invitée, Cécilia Berder. Quelle entrée en matière, hein, Cécilia. Quelle entrée en matière. J'ai les poils partout. Ça fait longtemps que vous n'avez pas vu ces images. Ça fait du bien aussi. Cécilia, il fallait vraiment qu'on les montre. Ça met directement le ton. Mais toi, quand tu regardes ces images, qu'est-ce que tu ressens? Un manque terrible déjà. On va commencer par là, mais ça fait longtemps que ça fait maintenant 1 an quasiment que j'ai pas fait de compète depuis depuis mars. Donc c'est un manque terrible. Ça c'est évident que l'émotion la première et puis ce sentiment, je les ressens encore, la chair de poule, de les sentir les sauter sur moi. J'ai vraiment, c'est très très corporel. Je les sens encore me percuter clairement. Ah ben, j'imagine bien. Donc tu l'as vécu dans ton corps, dans ton esprit. On va justement parler de ça. Ça tombe bien. C'était pas prévu qu'on s'introduise comme ça. Enfin, la vidéo si, mais aujourd'hui, explique-nous. Aujourd'hui, si je regarde ton palmarès, il est impressionnant. Tu es multiple championne du monde, de France, olympique. Tu as été même, si mes informations sont bonnes, tu as été même porte-drapeau aux Jeux Olympiques, c'est ça? Ah non. Ah bon? Alors, il y a beaucoup de streamers, mais non. Ah, bah alors j'ai une mauvaise information. Alors d'accord. Wikipédia n'est plus à jour. Tu vois, Wikipédia n'est pas à jour. Ouais. Dis-moi, ces émotions en tant que sportif, tu es une sportive de haut niveau. Alors maintenant, si à nouveau mes informations sont bonnes, à nouveau je suis toujours très prudent. Tu aurais commencé à tenir la première épée à l'âge de 7 ans, c'est ça? Oui, ouais, j'ai commencé l'escrime à 7 ans. En fait, pourquoi aussi, c'est que Jean-Michel en a pas mal parlé, c'est vrai que à côté, aujourd'hui, je suis journaliste et je fais des chroniques à France Info et je me suis rendu compte, en fait, de tous les parallèles qui existaient avec le milieu de l'entreprise et le sportif. Sans vouloir dire vraiment que le sportif de haut niveau est au-dessus de la masse et au-dessus du lot, mais c'est juste que nous, là, on me voit par terre en train de crier. En fait, on est constamment, quasiment tous les week-ends, et Hélène vous en parlera au mieux que moi, tous les week-ends, on ressent des émotions, on a des choses à gérer et tout est toujours en format accéléré. Et du coup, c'est vrai qu'à travers ces chroniques, à travers ces expériences, finalement, j'ai réussi à trouver des petites astuces pour m'aider, pour m'en sortir, pour aller plus vite, pour être plus performant en tout cas. Quel est pour toi ton meilleur souvenir de sportive, celui qui pour toi est le plus marquant et qui reste gravé dans ta mémoire? Aujourd'hui, les championnats du monde par équipe, le fait d'avoir gagné par équipe, le fait d'avoir été sur le toit du monde, vraiment, on n'avait jamais gagné. Donc voilà, c'est évidemment c'est cette compétition-là, sans hésiter. Et donc, on va parler des émotions, hein, toi et moi. Aujourd'hui, quel est le lien que tu fais avec les émotions? On sort tous, et tous ceux qui nous regardent, nous sommes tous dans le même bateau. S'il y a bien quelque chose qui nous unit, c'est qu'on vit tous cette situation sanitaire, mais on l'aperçoit tous de façon très différente. Qu'est-ce que toi tu peux en dire et comment toi tu as vécu non seulement le confinement, mais quel est le parallèle que tu fais avec ton monde, ton univers sportif et surtout, où va-t-on à ton avis?
En tout cas, sur les premières questions, je peux avoir des réponses. Sur la dernière, malheureusement, je vois pas plus loin que mon bout du nez aujourd'hui. Mais sur les premières questions, on est en mars 2020, on rentre de Coupe du Monde, on vient de sélectionner l'équipe de France aux Jeux Olympiques. On sait qu'il nous reste un sprint jusqu'aux Jeux Olympiques. Donc clairement, on a mis les plus belles chaussures qu'on peut avoir et on est prêt à courir ce sprint. Sauf qu'on nous dit, rentrez chez vous, l'INSEP va fermer, vous revenez sûrement dans 10 jours, puis on va aller à la prochaine Coupe du Monde et puis voilà. Sauf que les jours passent, les semaines passent et là on nous dit, en fait, c'est peut-être chaud. Ah, en fait, non, il y aura plus la Coupe du Monde. Ah, et en fait, non, les jeux sont annulés. Et en fait, c'est comme un domino qui s'écroule. C'est-à-dire que vous êtes prêt à courir un sprint, et là, on vous dit que tout tombe à l'eau. Tout est annulé. Et ça a été une période, il faut le reconnaître, qui a été très dure. Et on ne peut pas forcément s'en rendre compte parce que quand on fait pas du sport ou quand on n'a pas un projet dans lequel on a donné son sang et sa sueur, on s'en rend pas compte à quel point on était vraiment investi. Et je vraiment tiens à relativiser, ce n'est que du sport. Le seul truc, c'était aujourd'hui, quand ça s'est annulé, c'était les Jeux Olympiques ou la compétition, le haut niveau, c'est ce qui me définissait. Donc, quand ça n'existe plus, en fait, qui je suis, comment je vais me redéfinir. Et ça a été très difficile. Ça a été ce temps-là de presque de deuil. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire encore ce mot-là, mais un temps où j'ai besoin de ce temps-là. Parce qu'aujourd'hui, je suis perdue. Je ne sais plus qui je suis. Je ne sais plus où je vais. Et ce temps-là est indispensable. Et on le mérite tous, qu'importe son projet. Ça, c'est important. Je considère que on mérite ce temps de réflexion, de détresse, peut-être, de recherche. Moi, il m'a fallu 3-4 jours où j'ai éteint mon téléphone. Les journalistes avaient beau essayer d'appeler en disant bon ça va, vous devez être soulagés. En fait non, vous ne connaissez pas mes émotions. Mes émotions sont tellement personnelles. On vit chacun comme on peut, comme on veut cette situation. Et là où on parle des émotions, c'est que c'est indispensable cet accueil, cette acceptation. Ouais, là franchement, je suis énervée ou j'ai les boules, je suis désespérée. Et c'est vraiment indispensable. Et quand on accueille, quand on prend conscience, c'est vraiment la première étape, c'est prise de conscience. Là, je suis désemparée. Ok, je les accueille. Ces émotions, elles font partie de moi, elles sont dans mon habitacle. C'est pas elles qui dirigent, hein. C'est pas mon désespoir ou ma détresse. Elles font partie de ma voiture. Elles sont pas les mains sur le volant, mais elles sont quand même là. Elles sont sur la banquette arrière. Elles sont pas non plus copilotes, mais elles sont quand même avec moi. Elles font partie de moi. Donc je les accueille. On va faire équipe ensemble, les gars. Ouais, ma détresse, ma rage, mon envie de gagner, voilà, on est ensemble. Et en fait, quand on accueille, les choses évoluent différemment. Et après ces 3-4 jours de détresse, ok, comment je vais faire pour que quand la cage au lion va se réouvrir, et je suis incapable de vous dire quand, parce que je ne peux pas prédire l'avenir, que quand elle va s'ouvrir, mais je sois au top du top. Et là, c'est du détail. Mais la performance, ça se joue sur des petits détails. Et c'est incroyable, cette introspection. Et pendant ce confinement, ce premier confinement, pas le droit de tenir un sabre, pas le droit de mettre un masque, mais j'ai progressé. J'ai vraiment progressé. Alors, comment tu peux dire que tu as progressé chez toi? Excuse-moi de t'interrompre, parce que c'est tellement important ce que tu dis. La première chose, c'est la première question que j'avais envie de te poser à ce stade de notre entretien. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que les émotions te sont si chères? Quel a été pour toi l'événement majeur ou le déclic qui fait que aujourd'hui tu as envie de parler des émotions? L'annulation des jeux, si on revient un peu de temps, ça m'a vraiment, je pensais pas tomber aussi bas et me dire que je ne suis plus qui je suis en fait. J'avais perdu une identité totalement. Je pensais pas être autant impactée, mais c'est parce que j'étais tellement le nez dans le guidon et on peut tous l'être à un moment donné dans notre vie. J'avais vraiment, je tenais mon guidon fort et j'avais le nez dedans et je ne voyais plus que ça. Et du jour au lendemain, il a disparu ce guidon et donc du coup, je suis clairement tombée du vélo et je me suis dit ok, c'est comment remonter quoi. Et ça a été une recherche. C'est vraiment, c'était intense. Mais c'était là aujourd'hui, je suis plus forte, beaucoup plus forte dans mon escrime qu'en mars 2020. Alors, quelle est la leçon que tu en tires alors du coup? Parce que quelle est la différence entre Cécilia avant et après? Qu'est-ce qui t'a littéralement rendu plus forte? Parce que l'épreuve te rend plus fort en fait. Le fait de comprendre que ça passe, que les émotions c'est comme des nuages, que ça passe en fait, et que j'ai pas de contrôle là-dessus. C'est-à-dire que il y a une douleur. Il y a une douleur qui était là. Je le redis, c'est l'annulation des jeux, qui je suis. Ça a été une vraie douleur. Et mon objectif, c'était de ne pas y ajouter de la souffrance. Parce que la souffrance, on est tous plus ou moins bons pour y arriver à se flageller, à dire non, mais c'est trop injuste, je suis en colère, non, mais voilà. Et mon rôle, c'était de ne pas ajouter de la souffrance à cette douleur. Ok, donc qu'est-ce que je vais faire? Ok, je pense que je peux être meilleure en méditation. Je pense que je peux mieux respirer. Ok, des techniques de visualisation. Ok, donc là, j'étais dans mon canapé, j'ai pas de piste d'escrime chez moi, désolée, donc du coup, je m'imagine, sabre en main, sur la plus belle piste du monde,
et je me faisais des rêves comme ça. Mais par contre, comment précisément, techniquement, qu'est-ce que je vais mettre en place? Et ça a été plein de petites techniques. Ça se joue à des détails, mais le haut niveau dans le sport ou dans l'entreprise, forcément, la performance, ça se joue à des détails. Et donc le mot détail, il est très important aussi. Et forcément sur ces mois où fallait se creuser, la curiosité, c'est quelque chose de juste incroyable. La créativité, je me considère pas comme quelqu'un de très créatif. Vous me donnez un crayon, un stylo, j'aurais du mal à vous faire un joli dessin, mais ça se cultive en fait. Et l'escrime, typiquement, ça reste un sport créatif. C'est-à-dire que après 4 mois sans arme, j'ai repris mon arme, je me suis mis sur ma ligne de mise en garde. J'avais de nouvelles idées. J'avais un corps qui était plus disponible, moins fatigué, moins usé. Juste, je m'étais aéré l'esprit. C'est comme, je pense que vous connaissez ça, quand on va marcher sur la plage, quand on va à la montagne, boum, on a de nouvelles idées. Et juste parce que j'étais disponible, en fait. C'est mettre son corps en disponibilité, c'est assez simple. Ça se passe par de la respiration. Encore faut-il savoir accueillir ses émotions, parce que effectivement, de cette même situation, il y a eu des réactions diamétralement opposées. Il y a des gens qui l'ont vécu très très mal. Donc tu parles des émotions. Il y a des émotions qu'on ne contrôle pas, bien entendu, et c'est pour ça qu'il faut également les accueillir. Tu as dit quelque chose de très juste, et c'est une punchline. Hein, on l'entend souvent, mais c'est une vérité. N'essayons pas de rajouter de la souffrance à la souffrance. Je suis complètement d'accord avec toi. Aujourd'hui, la différence, c'est quoi? C'est l'état d'esprit. Parce qu'aujourd'hui, si je décide effectivement de faire en sorte que mon corps se sente mieux, c'est quoi? Ça commence par quoi? Par une prise de décision, une prise de conscience? Qu'est-ce qu'on met en place pour reconstruire ou en tout cas aller de l'avant? Moi, le meilleur outil, c'est la respiration. Si on fait un parallèle, une allégorie entre notre vie personnelle ou notre vie professionnelle, est-ce que tu es en train de dire là, ça veut dire quoi s'accrocher au rêve? Donc, si j'utilise un langage professionnel, entrepreneurial, c'est quoi? Un rêve, ça peut être un objectif, ça peut être un plan. Comment toi tu proposes de faire ce parallèle avec nos vies de tous les jours? Pour moi, c'est de l'ambition, peut-être le parallèle, c'est-à-dire qu'on a une ambition professionnelle, parce que c'est mon cas aujourd'hui, maintenant que j'ai basculé dans le monde professionnel. J'ai une ambition. En fait, c'est exactement le même schéma. J'ai une ambition, qui est un rêve aussi, qui est un rêve. Et c'est comment je vais me comporter, comment je vais naviguer jusqu'à l'atteinte de cet objectif-là. Ok. Et donc, le rêve, c'est une chose, mais quand tu n'arrives pas à un rêve, quelle est la différence entre la persévérance et l'obstination, selon toi? La persévérance, alors c'est peut-être subtil. Oui, je sais. J'aime bien réfléchir. La persévérance, je pense que ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est capable d'encaisser la difficulté, on est capable de se relever. On est capable d'accepter le doute mais aussi de prendre conscience de ses qualités et de stimuler sa confiance. Et le deuxième terme, c'était la persévérance ou l'entêtement. Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, l'obstination. Oui, voilà, l'obstination, c'est ça, l'obstination. Et l'obstination, c'est pour moi cette notion que j'ai abordée aussi tout à l'heure, c'est que rien ne pouvait m'arrêter. C'est-à-dire que j'avais ouvert les vannes, j'étais dans l'arène et voilà, j'étais obstinée en fait. J'avais en ligne de mire l'objectif et pour moi l'obstination c'est ça aussi. Voilà, c'est deux notions différentes, c'est vrai. Oui, je pense. Et donc la voile, comme on l'a vu tout à l'heure avec Cécilia, c'est un sport individuel mais aussi d'équipe. Qu'est-ce que toi tu apprends de ce travail d'équipe? Ça doit pas être toujours évident. On choisit ses équipiers ou pas? On les choisit pas notamment parce qu'en voile olympique, il y a pas non plus, on n'est pas dans le football, il y a pas une pratique extrêmement développée en France en tout cas. Donc il y a quelques athlètes qui ressortent et qui ont l'ambition d'aller chercher la performance. Donc on choisit pas, c'est une histoire de timing. J'ai notamment été on va dire associée à plusieurs coéquipières et ce qui m'a marqué aujourd'hui, je me rends compte dans cette relation à deux, c'est qu'en fait nos qualités et nos manques, que ce soit sur le plan physique ou mental, sont constamment confrontés au regard de l'autre. Parce qu'en fait, notre coéquipière,
porte un regard sur nos qualités et nos manques et nos défauts entre guillemets, parce que ça implique la performance de l'équipage. Et donc j'ai vécu 2 scénarios totalement différents. J'ai été associée à Emmanuel Roll pendant la préparation olympique de Londres. On n'a pas réussi à se qualifier. Et je m'en veux maintenant parce qu'en fait Manu, elle était ce genre de personne qui mettait en avant mes qualités, qui vraiment me soutenait. Elle était plutôt dans ce sens-là, mais à ce moment-là, c'était moi qui n'avais pas assez confiance en moi, et du coup, j'ai pas pu bénéficier totalement de cette qualité qu'elle avait humainement, parce que vu que j'étais pas très bien moi, je manquais beaucoup de confiance, j'ai pas su vraiment utiliser l'aide, le soutien de Manu pour développer encore plus mes qualités. Et maintenant je me rends compte, c'est tellement dommage, mais c'est comme ça, ça s'est passé comme ça. En tout cas, elle se comportait plutôt comme ça dans la notion d'équipe. Et à Rio, j'étais associée à Camille, et ça a été beaucoup plus compliqué avec Camille parce que on était très différentes, et je pense que elle et peut-être même moi avions peur des qualités et des manques de l'autre. C'est-à-dire que c'est intéressant ça. Ouais, et du coup, plutôt que de se donner confiance, je pense qu'on avait les mauvais mots, la mauvaise manière d'aborder l'autre. On avait peur que l'autre, avec ses différences, nous porte à défaut la performance, et du coup, il a fallu constamment pendant la préparation de Rio que humainement au sein de l'équipe, je me rappelle de mes qualités qui étaient différentes de celles de Camille, notamment par exemple elle qui était bretonne, extrêmement dure au mal, notamment sur l'eau par rapport aux conditions un peu extrêmes qu'on pouvait parfois rencontrer. Moi, j'étais pas très à l'aise là-dedans. Je savais que c'était un peu un manque, un défaut, et je savais qu'il fallait que je travaille là-dessus. Mais elle avait tendance à me le rappeler trop souvent que que je devais être un peu plus rude. Mais pour autant, moi, j'avais cette finesse qu'on développe en Méditerranée parce que j'ai rejoint Marseille assez jeune. Et qui nous a apporté énormément à Rio aussi, parce que dans la baie à Rio, il y avait des petits vents parfois et assez fins. Mais en fait, je me rends compte que il a fallu sans cesse que je me rappelle de ces qualités-là pour pas que je les perde, pour nous, parce qu'à Rio, ça nous a servi, tout en développppant mes qualités, parce que à l'extérieur de la baie à Rio, sur certaines journées, on était en pleine mer, c'était des tempêtes, il fallait que je sois costaud, et il fallait surtout pas que je m'effondre non plus à ces moments-là. Donc ça a été sans cesse le jeu de garder confiance en mes qualités, accepter qui j'étais, ne pas prendre les mots parfois de Camille un peu durs, parce que je pense que c'était sa peur qui reflétait les choses, et continuer à travailler sur mes manques. Donc pas facile cette interaction avec l'autre, nos différences, notre complémentarité qu'il faut quand même cultiver. Voilà, c'est un jeu un peu difficile. C'est très riche, hein, tout ce que tu racontes là. Je pense que chaque personne qui nous regarde en ce moment se reconnaît dans ce que tu dis, et c'est super enrichissant ce que tu nous racontes là. Et moi, je peux pas m'empêcher de faire le lien allégorique de nos vies de tous les jours, tout ça, en tout cas de notre vie professionnelle également. C'est vrai, quand on est commercial, par exemple, moi c'est le milieu que je connais le mieux, donc je parle de commercial. On ne choisit pas ses collègues, et c'est super intéressant parce que autant on peut avoir peur des défauts, ou en tout cas ça peut porter préjudice, mais on peut aussi avoir peur de leur qualité. Je trouve ça très intéressant. Est-ce que ça touche pour toi un petit peu à la notion d'ego quand on dit qu'on a peur des qualités de l'autre? Moi j'ai été en fait, oui, l'ego il est constamment mis en comme on dit, mais sur la table. Parce que je pense que quand on se compare, en plus, on a l'impression d'être moins bien. Notre ego prend un coup. Alors que si on part plutôt déjà de soi, de se dire qu'en fait on est unique, il y a personne qui nous ressemble, on n'a pas de clone. Partir de notre côté unique.
Est-ce que c'est un état d'esprit? Est-ce que c'est un état d'esprit d'accueillir les qualités de l'autre? Parce que pendant que tu parles, et je trouve ça extrêmement enrichissant, je te remercie, pendant que tu parles, la différence entre ce que nous on considère être un mentor ou un concurrent, le mentor c'est quelqu'un qu'on choisit parce qu'on l'admire. En revanche, quand on est avec un collègue, un coéquipier ou dans le domaine sportif, on ne le choisit pas. Et ce qui fait peur, ce sont ses qualités alors qu'elles pourraient nous tirer vers le haut. On pourrait apprendre des qualités de l'autre. Est-ce que c'est un état d'esprit accueillir les qualités de l'autre sans on en parlait tout à l'heure avec Cécilia, sans développer de l'anxiété, un sentiment de concurrence qui fait que on est plutôt moins performant plutôt que d'apprendre des qualités de l'autre. C'est un état d'esprit, tu penses? Oui, je pense que c'est un état d'esprit qu'on a plus ou moins de manière innée, mais qu'on doit cultiver. Parce qu'en fait, chacun a apporté quelque chose. On peut même aider l'autre. Donc, on peut accueillir et être vraiment, adorer les qualités de quelqu'un. Et on peut même, et donc du coup, les mettre en valeur. Et on peut aussi aider l'autre à développer ses manques, parce que nous on a à lui apporter. Donc en fait, si on part de cette position-là quand on collabore avec quelqu'un, pour moi tout est gagnant. Donc je pense que c'est une qualité quelque chose à cultiver, tout à fait. Alors, tu as eu une carrière sportive absolument brillante, impressionnante. Ça fait quoi de représenter la France à l'étranger? C'est vraiment un sentiment particulier que je pense qu'on ressent pas. Enfin, je pense qu'au jeu c'est extrêmement fort parce que il y a tout le contexte. Enfin, la compétition en elle-même fait que on se sent on prend part de notre nation. Enfin, on se sent français. Peut-être que sur d'autres championnats c'est un petit peu moins c'est un peu moins fort. C'est difficile de décrire, je saurais pas le décrire. C'est agréable, il y a de la fierté, il y a de l'appartenance. Oui. Alors tout ce parcours. Difficile à décrire. Oui, mais je l'entends et je pense que, dis-moi si je me trompe, être sportif de haut niveau comme Cécilia et toi, c'est aussi un amalgame d'émotions. Alors tout à l'heure, Cécilia nous parlait d'accueillir les émotions, mais il se passe tellement de choses en toi, à l'extérieur. Je veux dire, comment tu gères cette submersion d'émotions, toi? Très compliqué. Très compliqué, surtout que comme je disais tout à l'heure, j'étais pas mature à ce moment-là. J'ai gagné en maturité. Là, je repartirais sur une préparation olympique. Je pense que je serais armée d'un point de vue des émotions. Je me laissais submerger. J'essayais de faire au mieux. Alors, je pense que peut-être que la chose, moi, qui m'a quand même permis d'accomplir des gros je perds mes mots, titres. Les gros titres, c'est la notion de confiance, parce qu'en fait, ça me ramenait à moi. C'est-à-dire que je pense que c'est ça. En fait, je me recentrais sur ma vision, ma fameuse vision qui était née quand j'avais 10 ans. Je me recentrais sur ma confiance. Je me disais, en fait, il n'y a même pas à douter. Je sais que. Donc, je pense que ça me permettait de me recentrer sur moi, cette notion de confiance. Alors, on va parler de toi aussi un petit peu plus de toi aujourd'hui, parce qu'on parle beaucoup de tes performances de sportif de haut niveau, et c'est absolument intéressant. On entend dans toutes les phrases des leçons de vie et des leçons professionnelles que l'on peut utiliser comme parallèle. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu offres? Si on a discuté au préalable, bien entendu, si j'ai bien compris, tu es donc nutritionniste. Comment on fait de passer de sportif de haut niveau à nutritionniste, et pourquoi surtout? Alors, la petite histoire, c'est que donc j'ai arrêté ma carrière après les JO de Rio et je suis aujourd'hui nutritionniste, et j'accompagne les sportifs de haut niveau à développer leur potentiel, à être performants. Ce qui s'est passé, c'est que pendant ma carrière, j'ai activé vraiment un levier qui était le levier de la nutrition pour moi personnellement, parce que j'étais pas toujours au top de ma forme. Il fallait que je sois capable de mieux encaisser la charge d'entraînement, de plus vite récupérer, d'être concentrée
d'être mieux concentré, d'aller plus loin dans toutes les qualités qu'un athlète doit avoir. Et je me suis fait accompagner par des experts dans le domaine de la nutrition. J'ai vraiment amélioré mes qualités physiques, amélioré mon état de forme et mon bien-être aussi physique. Et c'est quelque chose qui m'a passionnée. J'ai été complètement fascinée par ce champ-là. J'ai étudié en parallèle de ma carrière sportive énormément la nutrition. Je me suis spécialisée dans la micronutrition qui est vraiment l'interaction entre les micronutriments, les nutriments avec notre organisme. Je suis fascinée par cette science. Et quand je suis sortie en fait de ma carrière, je savais, ça faisait déjà quelques années que ma nouvelle vision avait pris forme en moi. Je savais que je voulais être travailler au service du sport de haut niveau, dans le domaine de la nutrition, de la performance. Donc c'est quelque chose que j'ai construit de cette manière. Et après Rio, le mois plus tard, j'étais déjà en train d'accompagner des sportifs dans leur performance. J'ai notamment accompagné l'Olympique de Marseille, donc le football, 3 saisons dans leur performance. Donc il y a eu la finale de l'Europa League en 2018. Ils ont terminé 2e du championnat de Ligue 1 l'année dernière. Ça a été 3 ans avec eux absolument fascinant. Je me suis vraiment, j'ai beaucoup apprécié cette expérience. Et en fait, aujourd'hui, je traduis aussi ça pour le grand public. C'est-à-dire que j'accompagne aussi, que ce soit dans le domaine individuel des gens, mais aussi de l'entreprise, cette notion-là de comment faire grâce à la nutrition pour se sentir mieux, pour être plus performant au quotidien, plus performant dans ses projets, plus performant physiquement. Et voilà, il y a ces deux volets-là, vraiment le haut niveau, les athlètes, la performance sportive, et le grand public, la performance professionnelle, la performance en termes de santé, en termes de bien-être. Voilà. Alors quand tu passes de, il y a un écho. Je sais pas pourquoi il y a un écho. Voilà. Quand tu passes de sportive championne telle que tu l'es à nutritionniste, il y a un fin de cycle. Comment tu décides? Parce que les fins de cycle, on en a tout le temps, hein, et d'ailleurs tout le monde sera d'accord pour dire qu'il y aura toujours un avant et un après coronavirus. Le monde a changé, c'est clair, même si certaines choses vont venir à leur place. Mais comment on gère la fin d'un cycle pour aller dans un nouveau cycle? Comment ça se passe? Comment toi tu l'as géré les fins de cycle? En fait, il faut une vision. C'est toujours la même chose pour moi, c'est-à-dire que ma vision, on peut pas partir sur un nouveau cycle sans vision. Donc en fait, il faut savoir où on va. C'est-à-dire que moi, à un moment donné, j'ai pesé. C'est-à-dire que j'avais cette nouvelle vision en moi. Il faut être à l'écoute parce que on a des choses qui nous passionnent en nous. Ça fait partie de nous. Il faut les écouter et il faut comprendre ce que ça signifie concrètement après dans la vie de tous les jours. Donc moi, j'ai eu cette deuxième vision qui est venue en moi au milieu de ma carrière sportive. C'était la vision de servir le sport de haut niveau et la performance et le grand public aussi. Et donc cette transition, ce nouveau cycle, je l'ai abordé grâce à cette vision. Et en fait, j'ai abordé un petit peu de la même manière en fait le confinement parce que j'étais dans cette transition, enfin pas dans cette transition encore une fois, mais j'étais dans cette j'avais envie de faire évoluer mon activité professionnelle. Et donc cette transition, elle s'est aussi faite parce que j'avais envisagé, visualisé déjà une année auparavant ma vision, une nouvelle vision. Donc en fait, pour moi, les cycles, les transitions se font grâce aux visions qu'on a et auxquelles on s'accroche chaque jour. Moi, j'ai envie de dire que le fil conducteur de notre entretien du jour, c'est la vision, parce que tu as commencé avec un rêve. Tu as dit, je n'avais pas de talent, mais j'ai bossé comme une malade, même si personne n'avait misé sur moi. Et aujourd'hui, tu es championne. Et aujourd'hui, même en fin de cycle, c'est la vision. Alors, entre le fin de cycle, qui est souvent douloureux, hein, on va pas se le cacher, hein, même toi, tu l'as dit, tu as parlé de douleur, et Cécilia en a parlé également. Les fins de cycle sont douloureux. Est-ce qu'on peut s'autoriser, comme le disait Cécilia, d'accueillir nos émotions, de se dire merde, on perd plein de trucs là, ou est-ce qu'il faut pour toi, selon toi, hein, ça t'appartient, est-ce que directement il y a un fin de cycle, tu as une vision, ou il y a un temps de latence, une inertie entre le fin de cycle et la vision? En fait, je rejoins. Comment? Tu rebondis immédiatement ou tu te laisses le temps d'accueillir aussi le fin de cycle?
Non, il faut du temps. Voilà. Il faut du temps. En fait, sans le temps, les choses il faut du temps pour clarifier les choses en nous, ressentir les choses, bien les comprendre. La transition, moi, s'est faite en un mois entre la fin de ma carrière sportive, fin août. Voilà, je travaillais le 1er octobre, mais j'ai pris le temps en amont à d'autres moments quand j'ai pu. Pour que cette transition se fasse aussi vite. C'est-à-dire que même s'il n'y a pas eu du temps à ce moment-là, il y en a eu pris avant pour bien écouter et comprendre où j'allais. Ok, très bien. Écoute, je te remercie pour cet entretien. On arrive à la fin de cette émission. Merci à nouveau d'avoir accepté ce défi au dernier moment. Hein. C'est pas toujours évident de se retrouver face à une caméra, mais au fond, c'est pas aussi virtuel qu'on ne le pense, parce que toi, t'es à Marseille, moi je suis à Biarritz, on est là et puis il y a des gens qui nous regardent, qui ont commenté et qui ont apprécié cet entretien. Si tu avais un mot de la fin à dire, qu'est-ce que tu nous dirais, chère Hélène? Moi, j'aimerais dire que il faut prendre soin de son corps pour être dans les meilleures conditions possibles pour mieux vivre notre vie, atteindre nos objectifs, s'accomplir. Et pour moi, la nutrition, c'est le meilleur moyen d'apporter les ressources dont notre organisme a besoin, et c'est le meilleur moyen de mettre en place des stratégies pour vraiment aller chercher son potentiel. Donc voilà, c'est quelque chose que je peux partager avec vous. Si quelque chose a été à partager aujourd'hui, ça serait notamment ça. Merci beaucoup, Hélène. Est-ce que toi-même tu donnes des conférences? Comment? Tu donnes toi-même des conférences? Oui, je développe vraiment cette partie-là dans mon activité professionnelle. Je suis très intéressée justement pour apporter des choses dans ce domaine-là, enfin dans mon domaine d'expertise, aux entreprises notamment. Donc oui. Écoute, je te remercie. Merci beaucoup pour ce moment absolument délicieux. Et je te dis à très bientôt et j'espère qu'on se verra en vrai dès qu'on le pourra. J'espère moi aussi. À bientôt. Je te souhaite beaucoup de succès. À très vite. À très vite. Voilà les amis, c'était le premier rendez-vous que nous vous proposons aujourd'hui avec Jean-Michel Dardour, directeur de Sense Agency, d'ailleurs que je vais emmener avec moi là maintenant en régie. Jean-Michel, tu es là. Alors, cette première émission, comment tu l'as trouvée? Je voudrais vous remercier tous les trois. Vous avez été extraordinaires, les filles, vous êtes magnifiques. Hein. Elles nous ont mis un booster d'oxygène pour au moins la fin de la journée. Et peut-être plus. Donc, un grand merci. Et puis, Michel, Mister Positif quand même. Donc, vous avez été formidable. Je suis très content de cette première émission. Mais on pourra retrouver l'émission sur notre blog senseagency.fr. Et puis, si vous voulez avoir non seulement le blog, mais nos conférenciers dans vos entreprises, n'hésitez pas à nous contacter. On les réservera pour vous, que ce soit Cécilia, Hélène ou Michel. Voilà, en tout cas, moi j'ai été super content. Je vous donne, on peut déjà donner le prochain rendez-vous, Michel, alors. Mais allons-y. Alors le prochain rendez-vous, on va laisser passer les fêtes parce que nous en avons tous bien besoin, même dans des circonstances un peu bizarres, mais on va essayer de profiter de ce moment de fête. Et puis nous vous donnons rendez-vous. Alors ce sera donc tous les 2e et 4e jeudis du mois. La reprise sera le 14 janvier. Jeudi 14 janvier, même heure, à l'heure du déjeuner. Et je peux déjà vous dire que nous aurons comme invité, parmi les 2 invités, il y aura notre ami Joël Deronay. Joël Deronay, qui est aussi un de nos conférenciers internationaux de Sense Agency, prospectiviste, spécialiste de l'innovation, de la transdisciplinarité. Il nous parlera des enjeux et des perspectives liées à l'intelligence artificielle, aux nouvelles technologies. Et ce sera certainement aussi un très bon moment. Nous aurons un autre conférencier avec lui. Mais pour l'instant, nous avons déjà son accord. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Bonne fête à tous. Merci de nous avoir suivis. Bonne fête à tous. Merci de nous avoir suivis. Et on se donne donc alors rendez-vous le 14 janvier avec Joël Deronay. D'ailleurs, petite parenthèse, qui connaît très bien Biarritz parce que c'est un très bon surfeur. Ah oui. Mais, oui, absolument. Et il a même ses traces de pied à Anglette, où il fait partie des fameux tontons surfeurs. Mais ça, c'est une autre histoire. Les amis, nous vous souhaitons tous les deux de merveilleuses fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous, soyez prudents et surtout, ne vous découragez jamais parce que, comme l'a dit tout à l'heure Cécilia, quand les nuages sont là, il arrive un moment où ils disparaissent. Au revoir.